Bonsoir et bienvenue dans l'équipe du soir. Ravi de vous retrouver. On va débriefer ce match entre Lille et Lorient. Succès des Lillois 4-0. Démonstration avec notamment le premier but. Tout arrive de Jonathan David. On parlera également du Paris Saint-Germain qui joue une grande partie de son avenir européen mardi à domicile face à Leipzig. Pour parler de ce programme assez copieux, un président qui est très en forme. Il n'y avait pas de première partie, mais j'ai pu le croiser avant. Gilles Favard, bonsoir. Le spectre. Comment ça va? Très bien, on m'a dit que vous aviez senti la victoire 4-0 des Lorientais. Il y a quelques témoins, on verra si vous avez dit la vérité, c'est ça? Il y a surtout beaucoup de faux témoins, je crois. Il y a quelques faux témoins? Bah, c'est bien. J'avais annoncé le score. Très bien, ça me très semble bien. logique. On verra si vous êtes aussi bon sur l'analyse, mais je n'en doute pas. On accueille l'arbitre. Coup de sifflet. Bonsoir. C'est moi qui dispose des cartons ce soir, Saïd, donc il va falloir se tenir un carreau, mais pas de zèle de ma part. Je le garantis, votre présence, notamment en raison des journées nationales de l'arbitrage. Plaisir d'avoir un arbitre avec nous pour parler de football tout au long de cette soirée. Un arbitre, un agent également, toutes les corporations. Ah oui, l'agent il compte. Bonsoir Samir Kiat. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, et vous? Deux choses pour ceux qui ne connaissent pas encore Samir Kiat. Il est l'agent de Nicolas Pepe qui a été expulsé cet après-midi avec Arsenal et de Jonathan Bamba qui a réalisé un très bon match avec Lille. On verra de qui on parle, peut-être on parlera-t-on des deux. Samir, vous pouvez nous faire confiance. Un ancien joueur, évidemment, est là pour compléter, pour parler de foot. C'est bien d'avoir des joueurs. Ça va Ludo? Ça va Bertrand? Et je confirme, c'est une rumeur, Gilles n'a jamais donné le bon résultat. Ah bon bah voilà, c'est l'équipe du soir. Une histoire de version. Voilà, je confirme que c'était un très ancien joueur. Très ancien joueur. Il a perdu la mémoire et puis pour recadrer tout ça évidemment, le professeur de l'équipe du soir est là. Bonsoir Dave. Un homme de moralité. Oh. Enfin, ça dépend des heures. Ça dépend des heures. Ouais, là ça va encore. Là. 22h55, ça va encore. Faut pas traîner par contre. En forme Dave, tout va bien? Magnifique. Magnifique. On a vu un très beau match. Et on va voir d'ailleurs les images. On va d'abord saluer l'inévitable ce soir sur la chaîne L'équipe, Tanguy Le Sévier. Bonsoir Tanguy, tout va bien? Ouais, tout va bien, tout va bien. On a vécu une très très belle soirée de football ce soir avec cette victoire magnifique du LOSC face à Lorient au stade Pierre-Mauroy. Victoire 4-0 de Lille face à Lorient avec le premier but à la 29e minute de jeu sur une passe de Jonathan Bamba. Ça fera plaisir à Sam. Le but évidemment inscrit par Youssouf Yazidche. Yazidche, on va le retrouver avec ce joli mouvement et la passe de Jonathan David, le Canadien, pour le doublé du Turc, qui n'en finit plus de marquer. Le Turc avec un petit peu de réussite qui va récupérer ce ballon et qui va servir astucieusement Luis Araujo pour le 3-0. Et en fin de rencontre, servi par Liadji, Jonathan David, pardon. C'est un petit événement, il marque enfin pour Lille. Victoire 4-0 des Lillois qui sont deuxième au classement ce soir. Absolument, merci Tanguy. Le classement, on peut le voir d'ailleurs sans plus tarder, ce classement avec les Lillois deuxième avec 22 points, 2 points du Paris Saint-Germain. Marseille est sixième avec 18 unités. Notez bien que Marseille a 2 matchs en retard face à Lens et face à Nice. En cas de succès, c'est hypothétique et les Marseillais pourraient avoir le même nombre de points que le Paris Saint-Germain. Voilà, cette page classement étant refermée. La question que j'avais envie de vous poser ce soir, victoire 4-0 des Lillois face aux Lorientais. Lille est-il actuellement la meilleure équipe de Ligue 1, même si ça ne nous a pas échappé que son deuxième au classement, mais est-ce que c'est l'équipe qui vous fait la meilleure impression? C'est pas la même chose déjà. La meilleure impression. Lille est-il la meilleure équipe de Ligue 1? Je vais dire non. Vous allez dire non? Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que Lille est actuellement la meilleure équipe de Ligue 1? En tout cas, c'est la plus agréable à voir. C'est autre chose. Ah, c'est autre chose. Voilà. Non mais attendez. Non, mais là, je vais quand même prendre les téléspectateurs à témoin. J'ai testé la question il y a 20 minutes, tout le monde me disait oui, et donc là il y a personne pour Mais non, dire moi, Lille, c'est pour, Lille est Je vous le dis, pour dans les yeux. Ah bon bah Lille très est bien. la meilleure équipe de Ligue 1. Romain, est-ce qu'on peut faire un petit duel en régie entre Ludovic Obraniak et Dave Apadou sur Lille est-il actuellement la meilleure équipe de Ligue 1? Est-ce que c'est possible? On est prêt? Bah formidable, allez on lance le jingle. Ludovic Obraniak nous dit oui, Lille est la meilleure équipe de Ligue 1. Dave Apadou nous dit non. Allez Ludovic, prenez la main parce que c'est intéressant, parce que Lille est deuxième au classement quand même. Bah, on parle bien d'équipe. C'est rare quand même pour le souligner. Je vous ai dit, c'est une belle soirée. Vous pouvez, exactement, très belle soirée. Chers téléspectateurs, évidemment, vous pouvez voter, vous départagez soit Ludovic, soit Dave Apadou, réagir à l'émission #EDS sur la page de l'équipe du soir, et qui est très suivie et qui demande à l'être encore davantage. En attendant, Gilles, premier arbitrage, qui vous a le plus convaincu?
le plus convaincu, un peu des deux. Je suis un peu surpris que Dave nous parle d'un temps qu'il n'a pas connu. Il nous parle de 86. Il était en culotte courte. 75, Il était en culotte courte, donc déjà. J'espère que t'étais meilleur comptable. T'inquiète pas. Il était en meilleur truc. En plus que l'équipe soit très agréable, bah oui, je vais pas en disconvenir. On a vu un très bon match ce soir, mais contre une super équipe de plots quand même. Donc on va un peu minimiser les choses. Donc je vais mettre un match nul parce que les deux ont un peu raison et les deux ont un peu tort. Donc voilà, entre le très ancien joueur, ex-joueur de football, et le professeur qui a appris dans les livres qu'en 86 Maradona jouait, on va remettre les choses en place. Diego. Allez, on va les renvoyer dos à dos. Est-ce que si j'avais été dans cette équipe de Lille, elle serait pas la Elle aurait été bien plus faible parce que comme elle aurait été bien plus faible parce que comme t'allais aussi vite qu'un train de pommes, ça, justement, ça aurait... Fallait pas y aller là. Gilles, on va pas faire l'émission sur les attaques personnelles. À un moment donné, on parlera un peu du fond quand même. C'est une demande. Oui, d'accord. Saïd, vous commenciez à dire c'est l'équipe la plus plaisante, c'est ça, de Ligue 1 Oui, allez-y. la plus agréable à voir parce que ça combine bien, il y a du ballon et puis comme le disait, moi je suis plutôt d'accord avec Ludo sur le fait... Oui, mais toi t'es pas président. Oui, mais bon... T'es arbitre. Je suis arbitre, bah justement. Et c'est très agréable à voir jouer. Donc le Paris Saint-Germain, je suis d'accord, même si jamais ils sont premiers actuellement. Bon, c'est des coups de force, c'est des individualités, mais c'est pas le jeu qu'on a vu tout à l'heure pendant des minutes et des minutes et des minutes. Enfin, c'est 90 minutes de plaisir avec les Lillois en ce moment. Et moi, je ne me suis pas lancé sur un duel parce que intrinsèquement, le Paris Saint-Germain est aujourd'hui sans aucun doute la meilleure équipe de Ligue 1. Mais aujourd'hui, à voir jouer, la plus plaisante est vraiment le LOSC parce qu'on prend énormément de plaisir, il y a énormément de mouvements. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je ne me suis pas lancé sur un duel parce que j'étais un peu... Je suis d'accord avec Dave sur l'aspect Sur la valeur absolue. intrinsèque, sur la valeur absolue des Mais si les joueurs. deux équipes doivent se rencontrer, qu'est-ce qui se passe? C'est les individualités qui font gagner le match, la confrontation, ou c'est la force collective de Lille qui pourrait terrasser les Parisiens? Justement, Samir là-dessus et après La question c'est à l'instant T. Hein. Oui, à Dave l'instant T. nous a parlé du passif là. Justement, aujourd'hui, Pas à l'instant T. Qui est premier à l'instant T? Voilà. Qui est premier à l'instant T? Voilà, merci. Samir, répondez là-dessus. à l'instant T, quand on voit les dernières performances du PSG, du Paris Saint-Germain, je pense qu'il y aura match, effectivement. Justement, on attend ce match avec impatience, c'est pour bientôt, c'est pour début décembre. Donc sur l'instant T, je pense qu'il y a match. Après, sur la durée et sur le championnat, pour moi, il n'y a pas photo, mais par contre, le LOSC fait vraiment du bon travail. Mais c'est incroyable même. Vous trouvez pas qu'il y a quand même un décalage entre l'impression visuelle que laisse Lille? C'est pas la première fois qu'on les voit le dimanche soir. Ils avaient mis une volée dans le derby à Lens, notamment, mais ils restaient sur 2 nuls contre Nice et Lyon, une défaite à Brest. Ils n'avaient pas gagné leur match contre Marseille, même en dominant. Ils n'avaient pas gagné contre Rennes non plus. Pour le moment, dans les confrontations directes, est-ce que c'est du hasard, ça, Ludo? Non, il n'y a pas de hasard. Ils sont arrivés à Brest, remontés, du moins remontés. C'était après la victoire contre peut-être le un Milan. peu trop haut, tu vois, par rapport à la victoire à Milan 3-0. Forcément, je pense qu'il y a eu sur le match, moi je l'ai regardé. Bon, il y a eu un relâchement un peu coupable sur ce match-là. Ils n'ont pas fait le match qu'ils ont l'habitude de faire. Ils les ont pris un peu de haut. Or, Brest, cette année, c'est une équipe joueuse. C'est une équipe qui a du gaz, qui est très difficile à jouer, notamment chez eux. Donc voilà, il y a encore des petits réglages. C'est une équipe qui est jeune. Il peut parfois manquer un ou deux tauliers pour sonner la révolte. Mais dans l'ensemble, tout ce que fait le LOSC, c'est... Moi, j'ai eu une autre analyse, Ludo, sur le match de Brest. Justement, je pense qu'ils ont été surpris parce qu'on leur a pris le ballon. Ils n'ont pas eu l'habitude. Depuis le début de la saison, ils ont toujours la maîtrise. Y compris dans les 2 matchs nuls dont on parle, c'est eux qui ont... Samir, juste, on le voit depuis le début, il y a un truc qui est marquant. Au-delà du fait du jeu combiné, du plaisir qu'on prend et tout, c'est l'intensité physique, l'impact physique dans les matchs, l'intensité physique. C'est-à-dire qu'ils éteignent tout le monde. Même à Milan, ça a sauté aux yeux. C'est la manière, on le voit encore ce soir, la manière dont ils éteignent l'adversaire dans les courses, l'intensité, le pressing. On croirait qu'il y a un écart qui est abyssal là, entre les deux équipes. Non, mais dans leur façon de jouer, ce qui est très agréable, c'est qu'effectivement, ils se lancent. Moi, si je leur trouve un défaut, c'est que c'est une équipe qui ne sait pas attendre. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand tu es un peu moins bien, comme ils étaient à Brest au départ, s'ils attendent un peu, ils n'en prennent pas 3 en une demi-heure comme ils en ont pris. Puis en deuxième mi-temps, si on se souvient bien, s'ils sont un peu plus gaffes, ils reviennent. Il y a 3-0, ils reviennent à 3-2, ils ont des situations. Il y a un poteau de Yilmaz à la 90e. Ils ont des situations pour les faire revenir. Moi, je pense qu'ils ont le défaut de leur qualité, c'est-à-dire qu'ils ont cette envie, cette soudaineté dans le jeu, mais le problème, il y a des moments au football, il faut savoir attendre, il faut savoir temporiser, et je pense que c'est là où ils pêchent un petit peu pour l'instant.
Je dis bien pour l'instant. Messieurs, il y a David Aiello qui est au stade Pierre-Mauroy à Lille qui regardait ce match pour la chaîne Équipe. On va le faire entrer dans la discussion tout simplement. Bonsoir David, sur cette question, est-ce que Lille est actuellement la meilleure équipe de Ligue 1 ? Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter d'éléments supplémentaires que vous aurez pu récolter vu du stade ? Bonsoir Bertrand, bonsoir à tous. Effectivement, la question commence à se poser compte tenu en tout cas ce soir, de la très belle prestation lilloise, même si on est obligé quand même de tempérer de par l'adversité lorientaise qui était quand même très très relative ce soir. Je trouvais que c'était vraiment opération porte ouverte en défense, notamment dans l'axe du côté des Bretons. Après, à côté de ça, du côté des Lillois, effectivement, ce soir, il y avait toujours cette idée de jeu, ce plan de jeu qui fonctionne à merveille. Et ça, évidemment, ça alimente l'idée que Lille est la meilleure équipe actuellement française. Moi, pour aller un petit peu dans le sens de ce que disait Gilles à l'instant, il y a quelque chose quand même qui ce soir me laisse un petit peu sur ma faim. C'est le manque d'esprit tueur, j'ai trouvé, des Lillois. Parce qu'il faut quand même voir que les Lillois terminent ce match à 31 tirs et 27 occasions. À la fin, certes, ça se termine à 4-0, mais pendant très longtemps, en fait, les Lillois ont géré un petit peu ce 3-0, n'ont pas cherché à faire mal à l'adversaire. Et je trouve que c'est aujourd'hui ce qui manque un petit peu à Lille pour les installer définitivement vraiment tout en haut, peut-être même au-delà du Paris Saint-Germain qui connaît des difficultés, qui parfois a cet esprit tueur. Et là, je trouve que les Lillois ce soir l'ont pas développé. Donc voilà, c'est le petit bémol que j'ai un petit peu sur Lille, et ça leur donne également une marge de progression à mon avis. David, on vous retrouve de suite évidemment, c'est gentil parce que sur votre petit bémol, je sens que vous avez donné du grain à moudre à nos chroniqueurs, ça c'est toujours hyper intéressant. Ludo d'abord qui a réagi en premier, ensuite Samir Dave, vous pourrez y aller. Non, pas du tout d'accord avec David. Autant ils peuvent... Sur l'esprit tueur ? Bah oui, autant ils peuvent... L'esprit tueur, qu'est-ce que c'est que l'esprit tueur ? L'esprit lié, c'est-à-dire qu'à chaque fois on voit une équipe, voilà, c'est l'efficacité où parfois ils sont un peu en merde. L'esprit, il est tout le temps là. Oui. Moi je vois une équipe qui va sans arrêt vers l'avant. À la 80e minute, ils partent à 5 à faire des sprints de 70 mètres pour aller essayer de marquer, faire une différence. Je vois du jeu combiné, je vois des latéraux qui apportent, je vois des sprints. J'ai jamais vu une équipe, c'était déjà le cas l'année dernière et il y a 2 ans, et c'est pour ça qu'elle était assez redoutable. C'est une des seules équipes en Ligue 1 que je vois pas jouer tout le temps dans les pieds. C'est-à-dire que je vois quasiment plus de jeu en profondeur que de jeu dans les pieds. Tu as toujours une solution dans la profondeur. Or, quand tu as une défense comme ça où tu es un peu lourd et que ça veut aller, ça fait super mal. Et justement, c'est intéressant, Samir, vous gérez les intérêts de Jonathan Bamba et il illustre un peu ce que dit Ludovic. Il fait partie aussi des joueurs qui étaient en difficulté l'an dernier. Il a fait une très bonne saison et qui est très bon cette année. Qu'est-ce qui a changé à Lille ? Déjà, il y a eu un changement au niveau de l'aspect psychologique. Après, Jonathan a abordé la saison de manière différente. Aujourd'hui, il joue dans un système de jeu différent d'il y a 2 ans quand il jouait avec Nicolas ou autre. Aujourd'hui, si vous remarquez bien dans le jeu, il est très souvent à l'intérieur du jeu. Alors que quand il jouait il y a 2 ans et qu'ils ont fini deuxième, ils étaient justement, les 2 ailiers étaient vraiment très excentrés. Et on leur demandait des courses différentes et on demandait autre chose aux joueurs. Donc ils avaient beaucoup de 1 contre 1 à jouer et justement Jonathan Bamba était très performant dans les 1 contre 1 et dans ce jeu de transition. Aujourd'hui, si vous remarquez bien, le LOSC repart à 3 avec Jérémy Pied qui fait le 3e pour s'assurer une relance et se conforter dans la relance. Bradaric est beaucoup plus haut. C'était moins le cas en deuxième, c'était... Parce qu'il y avait plus de maîtrise. Voilà. Mais à partir du moment où ils ont fait la différence, ils ont joué avec plus de sécurité. Mais Bradaric était plus haut, donc du coup Jonathan doit se retrouver à l'intérieur du jeu. Donc après c'est un jeu différent, il a eu un moment d'adaptation, aujourd'hui il s'est adapté et on voit il est performant. Mais ça donne une corde de plus à son arc, ce qui est très bien, je ne sais pas si c'est très français mais bon. Mais si, ça l'est, corde à son arc. Et aujourd'hui voilà, ça le rend encore plus performant et aujourd'hui il peut rentrer dans différents systèmes. Moi, je suis d'accord sur le fait que dans les intentions et même dans la façon d'opérer, Lille, c'est ce qu'il y a de plus chouette à voir. Et je trouve qu'ils sont dans le vrai. Et au plus longtemps, ils vont être au contact du PSG parce que ça risque d'être une saison bizarre pour le PSG. Ben ouais. S'ils ne sortent pas des poules, on ne sait pas ce qui peut se passer derrière parce que pour un club comme ça, on sait que derrière, ça peut y avoir un écroulement, un effondrement, ça peut être des règlements de compte. Et il faudra être prêt à saisir la balle au bon. Et tu sens que Lille, ils sont armés pour ça et que mentalement, ça peut être costaud. Maintenant, ce que je dis, c'est que est-ce que la semaine dernière, lors de la dernière journée, il y a 15 jours, quand ils perdent 3-2 à Brest, est-ce qu'on pose exactement cette question? Je ne pense pas. On ne se pose jamais la question de savoir est-ce que Paris est la meilleure équipe de Ligue 1. En fait, la question, elle coule de source. Mais par contre, au gré des outsiders, et il se trouve que celui-là, on est un très très beau. Et franchement, moi, c'est l'équipe, c'est vrai, moi, qui me donne le plus de plaisir et qui me donne le plus d'espoir
y compris en Coupe d'Europe, parce qu'en Ligue Europa, je pense qu'ils ont un vrai quoi jouer. Mais voilà, et je pense que là, ce soir, on est aussi bluffé par l'amplitude de la démonstration. On peut. Non, c'est bon, j'ai pas besoin de. On reste sur ce débat-là. Non, mais c'est. Après, peut-être, si nécessaire. Voyons, mais du coup, Bertrand, j'ai du coup pas répondu à David, parce que j'étais effectivement. Oui, rapidement. Oui, Et Croc, effectivement une vision différente. Vas-y. C'est juste que justement, on a relaté pendant le match que justement, Lille avait des temps de conservation qu'il n'avait pas auparavant. Non. Et il faut. Avant, c'était pure condition. Oui, c'est ça. Voilà. Et pour moi, c'est pas. Ils ont eu un peu de déchets, c'est normal quand on voit, comme l'a dit Ludo, quand on voit le volume de course des joueurs, surtout qui jouent en 4-4-2, quand on voit le volume de course, regardez, ce qui est important à voir, c'est de regarder à la perte du ballon, même quand ils sont à 70 mètres de leur but, à quelle vitesse ils se remettent dans le bloc. C'est impressionnant. On l'a vu à la 86e, quand ils partent à 5. Exactement. Lorient repart, le bloc il est c'est carré, le 4-4-2 est remis derrière la balle, Exactement. impeccable. Et cette victoire 4-0, elle est acquise sans Renato Sanchez et Selic blessés, Fonte, Renildo, Yilmaz suspendus. Donc sur les 5 joueurs que j'ai cités, il y a quand même 4 joueurs qui sont habituellement titulaires. Gilles, par rapport à ce classement et au possible outsider du Paris Saint-Germain, je le disais en introduction, Marseille potentiellement a le même nombre de points que Paris, c'est gagneur de match. On est bien d'accord, 2 matchs en retard, c'est pas 2 matchs gagnés. Lens est aussi pratiquement dans la même situation. Ils ont un point de moins que Marseille, donc s'ils gagnent leurs 2 matchs, et notamment il y a un Marseille-Lens. Justement, on voit le classement là. Qu'est-ce que Lille, selon vous, a de plus ou de moins d'ailleurs que Lyon, que Montpellier, que Monaco, éventuellement que Marseille? Qu'est-ce que vous leur trouvez de différent en plus ou en moins d'ailleurs Mais moi je trouve qu'ils ont une densité de jeu qui est beaucoup plus importante, surtout dans le domaine offensif. Ils ont cette faculté à se projeter, comme on le disait là, qui est beaucoup plus performante et beaucoup plus incisive que peut avoir Lyon à l'heure actuelle, qui est beaucoup plus au forceps. Parce que Marseille, on n'en parle pas, parce qu'on ne sait pas trop... qui mine de rien est quand même compétitif en nombre de points, parce que s'ils gagnent leur match de retard, ils sont là. Ouais. Mais c'est l'équipe qui nous donne qui me donne moi la sensation qui peut aller titiller au-dessus. Oui. Tandis que les autres ne me donnent pas cette sensation. Peut-être un peu Lyon, parce que je pense que Lyon, ils sont en bas du fossé et qui vont remonter. On va en parler de Lyon. Mais c'est pas Marseille qui me donne cette impression. Le seul petit hic, c'est que Lyon n'a pas de Coupe d'Europe et Lille en a une. Voilà. Et que Lille va la jouer à fond. Et ça peut générer de la fatigue. David Agnello est à Lille et voulait faire une précision. Voilà, micro ouvert. David, allez-y. Oui, non, parce que j'entendais ce que disait Ludo et globalement, évidemment, que sur l'esprit, peut-être qu'il n'a pas très bien compris ce que je voulais dire. Quand je parlais d'esprit tueur, c'était vraiment dans la finition, parce que évidemment que l'envie de jouer des Dogs ce soir, elle était manifeste, et ça s'est traduit par cette possession et puis par ce nombre d'occasions assez incroyable. Ils sont à 27 occasions sur le match. Mais j'ai trouvé que dans le dernier geste, et encore une fois, avoir 31 tirs et terminer à 4 buts, pour moi, dans le dernier geste, il y avait, et peut-être que cette équipe, elle est peut-être un petit peu trop joueuse, et ça rejoint un petit peu cette idée de Ludo d'une équipe qui va toujours de l'avant. Mais j'ai trouvé que voilà, sur le dernier geste dans la surface, si vous reprenez notamment en première période, avant l'ouverture du score, il y a quand même beaucoup d'occasions où les Lillois sont peut-être un petit peu trop joueurs, et pour moi, n'ont pas encore cet esprit tueur que j'évoquais. Merci beaucoup David, on reste avec vous évidemment. On va passer maintenant au thème suivant et il sera consacré à un joueur qui a brillé aujourd'hui, c'est un Turc Yazici, le show Yazici. Justement on va se faire plaisir, on va revoir ses buts avec Tanguy Le Cellier. Et Youssouf Yazici pour cette victoire de Lille, 4-0 face à Lorient. Ça a commencé dès la 29e minute avec cette belle passe de Jonathan Bamba pour le Turc, pour son premier but. Ensuite, avec un petit peu de réussite, il va inscrire ce deuxième joli but sur une belle passe de Jonathan David. Le plat du pied gauche qui fait mouche. Et derrière là, avec un petit peu de réussite, il va réussir à glisser ce ballon pour Luis Araujo. 3-0. Et en fin de rencontre, le Canadien Jonathan David qui élimine parfaitement le défenseur avant de tromper Paul Nardi. Victoire 4-0 des Lillois qui sont deuxième au classement. Absolument, avec donc ce doublé de Yazici, une passe décisive, quelques stats pas trop nombreuses parce que sinon on s'y perd. Il est impliqué sur 11 buts en 8 matchs, sur ces 8 matchs officiels avec Lille, et évidemment marqué un triplé qui avait fait date face au Milan AC. C'était juste avant la trêve internationale. Il avait été recruté la saison dernière en provenance de Trabzonspor pour 16,5 millions d'euros. La question que je voulais vous poser, est-ce qu'on assiste à l'éclosion d'un phénomène avec Yazici? Habillage à l'américaine, je tente. Est-ce que c'est possible d'avoir un petit habillage parfait, formidable? Phénomène non, mais un excellent joueur et qui encore une fois s'intègre parfaitement dans un collectif. Donc plutôt non sur le phénomène.
Plutôt non. Ouais. Mais bon joueur. Phénomène, non. D'accord. Non. Non, parce que c'est pas l'éclosion. Moi, ça fait un moment que depuis son arrivée, je savais que ça allait être un. Ah oui, d'accord, ok. Donc c'est un phénomène. Ok, bon, bah, Ah, moi, dès très le bien. premier match. On Dès vient les vous premiers voir. matchs, je le. On vient vous voir. je l'ai vu. Et président, Gilles? Non, un très bon joueur, mais pas un phénomène. Bon, ben, priorité à Ludovic. Non, mais hormis le fait que vous aviez raison sur le niveau présumé pas grave, de j'ai Yazice, mais qu'est-ce que vous voyez chez lui qui fait de lui un joueur différent? En tant qu'ancien gaucher, j'ai décelé déjà très vite chez lui cette faculté à pouvoir. Il a non seulement techniquement, et c'est déjà très haut niveau, on l'a vu ce soir, il y a toujours le geste juste, la passe juste, le timing. Voilà, c'est toujours très propre et très inspiré. Après, c'est un garçon qui sait aussi qu'il a un QI football incroyable. Ce soir, il y avait quand même Araujo dans le même style de jeu que lui, parce que lui aime, vous le savez bien, les gauchers, on aime bien se déporter sur la droite pour pouvoir aller ensuite rentrer sur notre pied gauche. Il adore faire ça. Araujo est dans le même profil. Il n'est pas venu bouffer trop, ça s'est vu un tout petit peu les 5-10 premières minutes. Il n'est pas venu trop bouffer dans la gamelle à Araujo. Il s'est replacé, il est tantôt entre deux lignes, tantôt sur la dernière ligne. C'est comme ça qu'il met ses 2 buts et c'est comme ça qu'il met ses passes D quand il décroche un peu plus. Mais pourquoi c'est un phénomène? Il a ce truc, il a le feeling, il sait, quand il reçoit le ballon, il est toujours tourné, les épaules sont toujours tournées du beau côté, il enchaîne, il fait jamais la touche de trop, il est dos au jeu, il joue le mec qui est en face de lui pour chercher le troisième, c'est-à-dire qu'il a un QI foot, voilà, il a un QI foot très élevé. Saïd, vous nous disiez, Et puis les c'est très, très bon joueur, mais pas sûr que pour vous, c'est pas forcément un phénomène. Non, parce qu'un phénomène, on l'attend surtout dans les très grandes rencontres et dans les très grands matchs. Et- Il marque un triplé contre Triplé Milan. contre Milan. Oui, mais bon, je ne pense pas que le Milan de cette année, ou en tout cas de ces dernières années, Oui. soit au niveau de ce qu'on espère pour Lille demain. Puisqu'on est en train de dire que c'est probablement, qui pourrait être en concurrence avec le Paris Un phénomène, Saint-Germain. c'est quoi? À l'échelle de notre Ligue 1, c'est quoi un phénomène, Un phénomène, c'est-à-dire que mondial, c'est international? un joueur c'est quoi qui fera l'objet d'un transfert où il finira Un phénomène, dans un top Ludo, club il y en a européen. pas- il n'y en a pas beaucoup de Qu'est-ce que vous phénomènes. appelez Pour moi, phénomène? pour moi, Si ce que c'est à l'échelle de j'appelle notre Ligue 1, putain, c'est Pour moi, ce que on j'appelle n'a pas beaucoup phénomène, des c'est- joueurs comme ça. hein. C'est un joueur Non, mais dans c'est un un top club. garçon, voilà, c'est un garçon qui est capable de passer de Lille au Real de Madrid ou à Barcelone. Aujourd'hui, j'adore le joueur. Non, mais pour le coup, Et par exemple, Pépé, effectivement- quand il est à Lille, c'est un phénomène. Et après, bon, Bon, je ne peux pas dire le contraire, mais effectivement, Pépé, Non, mais c'est un pour le phénomène. coup, Il est après, capable on de est faire peut-être la déçus ou non, différence. mais- Aujourd'hui, Pépé, il était capable de faire la différence seul. Il prenait le ballon, il faisait des différences seul. Je ne dis pas que Yazice n'est pas capable de faire ça. Yazice, il a un truc, c'est que déjà, il a le sens du but. C'est très rare pour un joueur qui les joue mêmes aussi joueurs. bas sur le. C'est pas du tout les mêmes joueurs avec on peut pas- Pépé. on peut pas comparer Mais Pépé aujourd'hui, et- non, je compare Non, pas mais les deux. c'était moi, je parlais des joueurs J'explique qui juste Lille. les choses. Aujourd'hui, Yazice, quand on le met sur un côté, il a un manque de volume de course. D'ailleurs, vous le remarquez bien. Il joue dans l'axe, Christophe d'ailleurs, Galtier l'a fait jouer sur le côté, il n'avait pas le même rendement que dans l'axe. Je trouve que sur les premiers appuis, il manque de vélocité. Donc aujourd'hui, j'ai un doute sur le poste. Qu'on pense par autre chose. Oui, Il a quand oui, même le je- temps d'avance, même Je dis s'il pas le l'a contraire. ouais. Mais aujourd'hui, pour jouer dans les top clubs européens et pour justement être un phénomène, ça veut dire faire des différences dans ce type de club-là, je trouve qu'il lui manque un petit quelque chose. Après, c'est pas un avis arrêté, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est un très beau joueur. Pour moi, à un avoir joué. phénomène, c'est un joueur qui sort du lot. C'est un mec on n'a pas l'habitude de voir. Ce joueur-là, il est quand même, on n'en voit pas un qui sort chaque année dans ce type de joueur. C'est quand même quelque chose de. Là, on le voit, on dit, Oui, mais quand même. il est mis dans les meilleures dispositions aujourd'hui. Aujourd'hui, il est derrière l'attaquant, il a un volume de course qui est moins important, donc forcément, il est plus efficace. Mais j'aimerais le voir, on en parlait Je suis en off. pas tout à fait d'accord avec toi sur le volume de jeu, Ouais. mais bon. Ludo, On peut en Samir, on peut en discuter. on fait entrer les autres de la danse. Gilles, par rapport où est-ce qu'il faut les situer? Je pense que tout le monde évidemment que c'est un bon joueur, on a tous Non, compris. mais Mais naturellement que c'est un mais bon c'est joueur. Et au-delà puis du bon joueur. surtout au-delà de notre Ligue 1, on n'a pas l'habitude de voir ce style de joueur. Bon, je pense que Ludo, il est un peu en avance, parce qu'il ne faut pas oublier que ce garçon a eu les croisés il n'y a pas très longtemps. 21 décembre contre Monaco. L'année dernière, donc qui revient de cette blessure, qui est quand même une blessure un peu chiante, qui est bien revenue. Je trouve qu'il est, par rapport par exemple à un type comme Depay, je pense qu'il est beaucoup plus délié, beaucoup plus souple dans son style de jeu, après la même opération qu'a eu Depay, bon, même s'il y a un mois ou deux de différence. Je vous coupe, Gilles, il va avoir 24 ans au mois de janvier, parce que j'ai pas dit son âge et ça compte. Je pense que avant de dire, bon, pour un phénomène, c'est pareil, je suis un peu de l'avis de Samir, un phénomène, c'est un type qui passe de Lille au Real ou de Lille dans les on va dire dans les 5 tops. Dans les 5 tops, et phénomène pour nous, c'est Zidane et compagnie, quoi. Voilà, on peut pas le mettre sur le même piédestal sur ce pied-là. Mais ce qu'il a, c'est
Bon, il appelle ça un QI fou, moi j'appelle ça, c'est le footeux. Il respire le foot, le mec. Mais qui transpire le foot, c'est-à-dire qu'il sait, à la seconde où le ballon va lui parvenir, je dis pas qu'il lui est parvenu, va lui parvenir, il sait ce qu'il va en faire. Ouais, Ça s'est vu sur une action d'ailleurs. et ça, c'est une chose qu'on n'a pas beaucoup l'habitude dans notre Ligue 1 préférée. Ce style de joueur qui a l'intelligence même du foot, qui est un parfait footeux, on n'en a pas beaucoup. Et je suis content d'en voir un une fois de temps en temps. Voilà ce que je veux dire. Moi, je rejoins Samir dans son analyse, dans la petite réserve qu'il y a. Même si dire ça, ça ne veut pas dire que c'est pas un très 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 fort joueur. Franchement, il est délié, il est fluide, sens du jeu, enfin tout ce qu'on a dit. Je reviens juste sur le fameux match là de Milan. Oui. 3-0, 3 buts de Yazici. Je suis recruteur d'un top club. Ce jour-là, le joueur que je prends, c'est Renato Sanchez. C'est-à-dire que si demain on me dit Renato Sanchez sur ce niveau-là, il est à Liverpool, à City, à machin, pas de problème. Je pense que Yazici, demain, il n'est pas à Liverpool. C'est pour ça que je... Hein, Ça n'empêche. oui, mais moi, je te... fait un bon match, l'autre il est pas, enfin, ça enlève la prestation de l'autre. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que quand j'ai vu jouer Renato Sanchez, je me suis pas dit c'est un super joueur pour Lille. Je me suis dit c'est un joueur. Demain, tu me dis qu'il est dans un top club européen. Pas de problème. Mais il y était. Hein, il y était. Mais il était certainement trop jeune, peut-être qu'il n'était pas prêt, etc. Moi, je parle sur la valeur footballistique. Après, il y a la maturité, il y a tout un tas d'équations. C'est une évidence. Je parle sur le foot. Mais sur le foot même de Yazici, je parle même pas sur est-ce qu'il est capable de digérer. Aujourd'hui, tu me dis demain, reprenons l'exemple, tu me dis Liverpool vient le prendre, je te dis non. Liverpool ne viendra pas le prendre demain. C'est ça que je te dis. C'est pour ça que je te dis, très fort joueur, mais pas phénomène. Phénomène, c'est le mec qui éclabousse vraiment le truc. Je vais même rajouter... Tu me dis, Liverpool, demain, Klopp, il prend je vais même rajouter autre chose. Samir et ensuite réponse de Je Ludo. te dis pas dans un 11 titulaire, je te dis Non, que... mais voilà, comme Nico Pepe l'a été à un moment donné, c'est un joueur qui a la capacité de jouer au-dessus, ça se voit de suite. au-dessus, oui. Je te dis pas, tu me cites Liverpool tout de suite, le meilleur club qui est actuellement. Donc je te dis, il y a quand même une étape, mais je te dis que c'est un joueur qui a le niveau largement au-dessus que celui de Lille. mais moi, je peut suis jouer au d'accord niveau avec ça. intérieur. Non, mais le phénomène pour moi, c'est jouer dans un top 8 européen. Voilà. Et surtout être titulaire en arrivant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à Liverpool, dans un effectif... Après, ça veut rien peut y dire jouer. jouer dans un top 8. Il faut voir dans quel système, il faut voir avec quel entraîneur. Il y a énormément de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Donc t'en reviens à ce que je disais au départ. Par rapport à ses caractéristiques, aujourd'hui, il a une spécificité type d'un joueur qui ne peut pas rentrer dans n'importe quel système. Moi, mais il peut rentrer. Je l'ai vu avec Çelik. Ils ont une complicité les deux parce qu'ils sont internationaux turcs les deux. Donc ils ont une complicité. Après sur le volume de jeu, allez, peut-être, on peut en discuter. Mais honnêtement, la marge de progression, elle est énorme. Juste, j'interviens après je lâche la conf. L'argument de il peut pas s'imposer partout parce que par exemple un joueur comme Xavi, si tu me dis que lui c'est pas un phénomène, c'est un phénomène. Xavi Hernandez. Mais Xavi Hernandez, t'aurais pas pu le mettre n'importe où. Il lui fallait un écosystème. Donc moi là-dessus. Mais c'est des postes différents. Pour apporter de l'eau au moulin de Ludo, alors vous parliez de Liverpool, alors moi je vais te dire, il ne peut pas jouer à Liverpool. Par contre à Manchester City, il peut jouer. Demain là il joue, c'est pour ça que je te dis, ça dépend du style de jeu. Dans le style de jeu. Dans le style, oui. Là, dans un 4-3-3 à Liverpool, jamais. Jamais il peut jouer. Mais dans un style de jeu où un entraîneur fait jouer au football, dans un système très... plus demi-terrain, plus... Dans un jeu de possession. Dans un jeu de possession et dans un jeu rapide d'attaque, il peut jouer. Enfin, on a souvent tendance quand même à monter en brèche les joueurs qui font 3-4 belles performances. Pas faux. Je pense sur 15, 20, 30, 40 matchs, à la fin de la saison, si jamais il est toujours à ce niveau-là, peut-être qu'à ce moment-là... La discussion reviendra. En attendant, Saïd, on va le noter sur le match du soir. Quelle note est-ce que vous lui attribuez? Vous pouvez sortir vos petites raquettes. Et voilà, cette note Chris qui donne, il s'est baladé 8. On rappelle 2 buts et une passe décisive. Il y a du 9, il y a du 8 pour Gilles, il y a du 9 pour Samir et Dev du 8. Est-ce qu'il y a... Bon, je me doute, mais il y avait qui en face? Non, mais ça compte. C'est la seule chose. Voilà, je vous ça ai dit, compte. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'auriez pas dit que vous voudriez dire maintenant au niveau de l'adversaire? Non, voilà. Ça compte. Mais par contre, il n'y a rien à dire. Alors ça compte, mais malgré tout, il faut quand même être là. C'est pour ça que je lui mets 9. Mais 8, on lui met pas 6. Oui, d'accord. Mais je trouve que ça compte. C'est-à-dire que 2 buts, une passe décisive, tu le fais contre Lyon dans un match, tu vois, ou machin. Ok, c'est différent. Là, Lorient,
Bon, on n'en parlera pas ce soir, mais c'est dramatique ce que j'ai vu ce soir. Donc ça compte aussi. On peut en parler peut-être pendant la publicité. On peut rappeler d'ailleurs qu'il a pris la place en quelque sorte de Jonathan Iconé, qui est international français, qui ce soir était remplaçant malgré de nombreuses absences. À Lille, il y avait un duel en tout début d'émission, une confrontation fratricide, on peut le dire, entre Dave et Ludovic, et un score très serré. Même si Ludovic n'a pas concrétisé toutes ses actions, nous dirait David Aiello, 70-30. Bon. T'es dans la culture de l'instant, je suis plus dans la réflexion autre, mais c'est pas grave. J'aime bien, tu sais, quand l'élève dépasse le maître. Chacun son style. Très bien. C'est dans la réflexion du jour. Demain, ce sera une autre réflexion. Bragnac, il n'a jamais été aussi vite. On est dans l'équipe. Le tram-pomme. On est dans Il est l'équipe dans le sens du vent. Messieurs. On est dans l'équipe du soir, on est ensemble jusqu'à minuit et demi, on débriefe notamment cette victoire de Lille 4-0 face à Lorient. Et en attendant, on va s'intéresser maintenant de près à ce que fait Lyon cet après-midi sur la pelouse d'Angers. Et là encore, on va voir les images et le but de cette partie avec Tanguy Le Sévillé. Allez-y Tanguy. Et oui, victoire de Lyon, 1-0 sur la pelouse d'Angers cet après-midi. Ça a commencé dès la 28e minute avec cette frappe de Fulgini et le double arrêt d'Anthony Lopez. Ensuite, Moussa Dembélé qui était remplaçant adresse cette jolie passe pour Léo Dubois, la passe décisive de l'international français pour Thilo Kadewere. On revoit tout ça au ralenti, superbe but de l'ancien Havrais. Et en fin de rencontre, c'est Diomandé qui va sauver les Lyonnais sur ce sauvetage sur sa ligne. Anthony Lopez était battu, Lyon qui remonte au classement. Lyon qui remonte au classement mais qui n'a pas forcément peut-être convaincu dans le jeu. On va en parler d'ici quelques instants. En attendant, on va écouter la réaction de l'entraîneur lyonnais Rudy Garcia qui constate que c'était une victoire laborieuse acquise au stade Raymond Kopa. Oui, on était venu pour gagner et être second après ce match. On l'a fait. C'est une victoire laborieuse, mais c'est une victoire où on n'a pas pris de but déjà. Et je pense qu'on a été efficace dans les zones de vérité et notamment dans les deux surfaces. On était venu pour gagner et on a gagné. L'analyse de Rudy Garcia. Il y a un duel, il y a une zone de friction entre deux chroniqueurs. C'est une victoire rassurante pour l'OL. Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle. Saïd Njimi nous dit oui. Dave Apadou répond non. Allez, Saïd, vous pouvez prendre la main. Oui, je dis que c'est une victoire rassurante. Allez, grattez là. Presque pas. Vous avez été un peu meilleur sur le temps en tout cas. Lors du premier duel, vous pouvez voter évidemment, soit pour Saïd, soit pour Dave Apadou. L'arbitrage de Gilles, qu'en avez-vous pensé? Est-ce que c'est rassurant ou non comme victoire, Gilles? Je vais vous faire une réponse. Oui, c'est rassurant. Vu le niveau de jeu qu'ils nous montrent à l'heure actuelle et arriver à gagner, c'est plutôt rassurant parce qu'ils ne peuvent pas être aussi nuls que ce qu'ils ont été là, ou qu'ils sont depuis quelques temps. Donc vu l'effectif qu'ils ont, vu ce qu'ils représentent, vu comme ils ont été, vu en plus, on parlera de ça certainement parce que je voudrais bien avoir l'avis de Saïd, je vais donner le point à Saïd. Il y a eu un fait de match terrible, au bout de 10 minutes, Lopez, moi à mon avis, il doit y avoir pénalty, expulsion. Mais sur Romain Thomas, c'est au bout d'une dizaine de minutes. Et enfin, il est quand même assez coutumier du fait. Il est souvent dans ses erreurs, dans ces fautes-là, et là il en fait une grossière. Il y a quand même pénalty, qu'on le veuille ou pas, et il y a limite expulsion. Donc, mais pour en revenir à la question, ils ont quand même un effectif. Quand on regarde l'effectif attentivement, ils ont un effectif pour réaliser des prestations d'un autre niveau de ce qu'ils nous montrent. Maintenant, on ne va pas rentrer dans un débat, je ne vais pas faire le procès de Garcia ni de personne. Bon, on peut, mais, si vous avez non, envie, mais c'est pas la peine, on l'a suffisamment fait. Mais si cette équipe-là n'est pas dans les 3 premières à la fin de la saison, ça sera un échec retentissant. Voilà ce que j'ai à dire. Ça sera monumental. Vu l'effectif qu'ils ont, sans jouer de Coupe d'Europe, comment cette équipe ne peut pas terminer dans les 3 premiers? Je ne comprendrais pas. Justement, vous y référence à l'arbitrage. Je ne veux pas qu'on fasse une discussion sur l'arbitrage. On écoutera Stéphane Moulin d'ici quelques instants qui a une sortie notamment par rapport à ça. Voilà. Je voulais d'abord qu'on rebondisse par rapport aux statistiques avant de parler d'arbitrage. 19 tirs à 5, 8 tirs cadrés à 2. Ludovic, est-ce que c'est rassurant on attend, en fait, j'ai l'impression que contre Saint-Etienne, on était déjà là, on disait, ils ont dominé un quart d'heure, ça leur a suffi à gagner contre Saint-Etienne. On dit ça tous les week-ends, en fait, du coup, on attend le match d'après pour dire que c'est bien? Non, paradoxalement, je trouve ça aussi, je suis de l'avis de Gilles et Saïd. Je suis étonné. Oui, mais je suis souvent sévère avec l'Olympique Lyonnais. Mais dans une saison, il y a des moments où tu as des matchs. Là, tu reviens, il y a eu la trêve internationale. Mais parfois, il faut être bon quand même. Oui, bien sûr, mais il y a eu la trêve internationale. Les mecs sont partis à droite, à gauche. Tu reviens à Angers, qui est toujours une équipe difficile à manœuvrer chez elle. Bon, voilà, il y a des matchs où tu passes complètement à côté, mais fut un temps, l'Olympique Lyonnais, il n'aurait pas gagné ce match-là.
Ils auraient pris un point, ils en auraient pris 0. Ils avaient failli perdre à Et Lorient, ce qui, par exemple, et ce qui me rassure, c'est que sur 2 matchs, il a fallu que la décision vienne du banc. Et c'était pas le même 11 de départ. Et ça fait 2 fois que les entrants font la différence. Donc ça veut dire que tout le monde commence à s'y mettre et que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Donc ça, moi, ça me rassure un peu plus. Petite précision, triple échangement à la 60e, sortie de Barre, Cherki et Paqueta. D'ailleurs, Barre et Cherki qui sont entrés directement au vestiaire. Je ne sais pas s'ils avaient froid ou non. Il n'y a pas eu d'explication de Rémi Garcia à qui on a posé une question, mais qui n'y a pas répondu. C'est les premiers qui rentrent qui peuvent se déshabiller, autrement après. Mais Paqueta, lui, est allé directement sur le banc de touche. C'est dommage, Rémi Garcia n'a pas voulu répondre à la question. Desseglio, Dembélé et Guimarães qui rentrent à la 60e. Dembélé qui est avant-dernier passeur sur le but de Calébouret, la passe décisive de Léo Dubois. Une très belle avant-dernière passe. Exactement. J'allais rebondir sur ce que disait Ludo. Après, rassurante, non. Sur le contenu, non. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'OL, aujourd'hui, sur les 5 derniers matchs, ils sont sur 13 points sur 15. Donc, c'est la meilleure équipe en Ligue 1. C'est fou, quoi. En sachant que l'OM a fait un peu le même championnat l'année dernière, tout en sachant qu'aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais a un effectif avec plus de talent, plus étoffé. Ils n'ont pas de Coupe d'Europe. Là, aujourd'hui, ça a permis aussi à Rudy Garcia de faire tourner un peu l'effectif, de donner un peu de temps de jeu. Les plus jeunes grinçaient un peu des dents par rapport à leur temps de jeu. Ça lui a permis de donner un peu de temps de jeu, de faire progresser certains jeunes. Richard qui était titulaire. Donc, après, il y a des éléments dans cette victoire qui sont plutôt rassurants, qui donnent envie d'y croire. Lesquels? Comme la gestion du groupe, comme ce qu'a dit. C'est pas du jeu, Samir, ça. Oui, non, mais comme ce qu'a dit aujourd'hui. C'est pas neutre. Hein. Ludo aujourd'hui, il gagne les matchs contre Saint-Etienne et contre Angers. Des mecs qui sortent du banc. Des mecs qui sortent du banc. Donc aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais a une marge, tout en sachant qu'ils sont aujourd'hui deuxième de la Ligue 1, en ayant une marge. Le côté rassurant, en fait, quand je dis rassurant, c'est qu'on les attend dans les 3 premières places. Je pense que ça va venir. J'ai peur qu'on dise ça toute l'année. Plus sur les conséquences de la victoire et sur le Laissons finir ça. Je pense que sur ces matchs-là où ils ont vraiment pas été bons l'année dernière, comme le disait Ludo, ils perdaient ou ils ramenaient éventuellement un point. C'est rassurant dans le sens où ça ne peut que redémarrer. Enfin, ils peuvent pas produire ce jeu-là. Ce genre de débat, ça veut dire que dès qu'une équipe gagne, on dit c'est rassurant parce que on est sur la conséquence. Pour Lyon, je parle de la façon de faire. Non, mais Dave, on est d'accord sur la façon. On est d'accord sur le contenu. On est d'accord sur le contenu. C'est juste qu'à un moment donné, aujourd'hui, Lyon a une marge supérieure par rapport aux autres. Aujourd'hui, Lyon, il y a encore des solutions. Quand tu vois l'Olympique Lyonnais, quand tu vois ce qu'ils produisent, quand tu vois les joueurs qu'il y a dans l'effectif, justement, quand tu vois les joueurs qu'il y a dans l'effectif, aujourd'hui, ils sont en capacité de pouvoir produire autre chose. Mais en attendant, ils sont performants, tout en sachant que quand on fait le rapprochement par rapport à la fin du recrutement, depuis la fin de la période des transferts, l'Olympique Lyonnais est l'équipe en France qui a pris le plus de points. Gilles, Samir nous dit, au niveau du jeu, ça ne peut aller que mieux à Lyon. Oui, ça peut. En gros, mais est-ce que ça va aller mieux? Ça va Non, mais j'ai pas une boule de cristal. Je suis pas Madame Irma pour vous répondre ça. Mais ils ont un Fakir à la tête qui est Rudy Garcia. Lui va certainement trouver. Mais pour répondre, on a vu le match de Saint-Etienne où Saint-Etienne a été merveilleux. Tu sais, le grand Saint-Etienne les a mis au supplice. Moi, j'ai regardé le match, je savais qu'ils allaient gagner. Mais on a vu la progression de Saint-Etienne contre Brest après. Le dimanche d'après, ils en ont pris 4. Ce que je veux te dire, c'est que les 2 matchs que je vois, Lyon-Saint-Etienne, ils sont mauvais, mais je suis sûr qu'ils vont passer. Là, je les ai vus, et je suis d'accord avec... Je comprends très bien ce que tu veux dire. J'ai vu Angers-Lyon, je savais qu'ils allaient passer. Alors que l'année dernière, à la même époque, je savais qu'ils étaient morts. Donc là, ils ont un truc. Alors après, naturellement, le fameux Fakir va certainement les faire progresser, ce que j'espère pour eux. Et avec ce qu'ils ont comme effectif... Ah mais je suis d'accord, moi c'est par rapport à l'effectif. On aura compris que... Je comprends. Avec ce Gilles, ils vont prendre un point à Lille. Gilles Favard n'est pas Madame Irma, mais un peu quand même, parce qu'avant les matchs, il savait qu'ils allaient gagner. On va écouter, je vous l'ai promis, la réaction de Stéphane Moulin, qui est forcément en colère quand même, après l'arbitrage de cette rencontre. Il fait référence notamment à cette faute d'Anthony Lopez sur Romain Thomas. On écoute l'entraîneur Angevin. Si on ouvre le chapitre des excuses, alors on peut parler de la pelouse, mais c'est pas une excuse, c'est une réalité, elle était vraiment pas bonne et c'est surprenant, c'est la première fois qu'on a des joueurs qui glissent autant des 2 côtés, donc c'est équitable ça. Puis après, si on ouvre le chapitre des faits de jeu, c'est compliqué. Hein. Moi qui suis un adepte de la VAR, je n'y comprends plus rien. Voilà, malheureusement, je n'y comprends plus rien alors que ça me paraît pas si compliqué que ça à gérer. Je m'explique. Sur le premier ballon, quand on voit les 2 genoux de Lopez dans le dos avec les crampons, parce que bon, il y a l'image, mais il y a aussi l'image de son dos où il est en retard. Voilà, il n'y a même pas l'idée de siffler un penalty. Rien n'empêche de siffler penalty, d'aller voir les images. Par contre,
il n'y a eu aucune hésitation pour nous siffler un pénalty contre nous. Heureusement qu'il y avait les images. Saïd, on est pris par le temps rapidement. Est-ce que vous pouvez répondre aux interrogations de Stéphane Moulin? Le penalty était justifié, il aurait fallu siffler penalty. Et puis Anthony Lopez, il faudra qu'il fasse attention parce qu'il est souvent dans ce registre-là de sortir un peu kamikaze. Et un jour, à défaut d'être justement exclu et d'avoir des penalties, il va peut-être faire très très mal à des adversaires. Donc faudrait qu'il fasse attention, mais malheureusement ou heureusement, Moulin a raison. Le duel est remporté par Dave Apadou qui s'est bien refait le tour de chauffe face à Ludovic Obraniak. Non, j'ai pas l'habitude de prendre des raclés comme ça. Mais Il n'a pas pris trop de risques non plus. Non, c'est vrai, absolument. L'heure du Ligue 1 Express avec Tanguy Le Sévillé. On va commencer, Tanguy, par ce match. Kalimwendo qui offre la victoire au sang et or en terre dijonnaise. Merci Tanguy, vu que les chroniqueurs avaient plein de choses négatives à dire. Anthony Ratiopi, vous avez de la chance, sauvé par le gong et la publicité. En l'occurrence, ils garderont les méchancetés pour la publicité. Restez avec nous évidemment. Grosse fin d'émission. On va attendre évidemment Christophe Galtier. On va parler aussi du rendez-vous du Paris Saint-Germain face à Leipzig et dans 2 jours le PSG qui joue son avenir européen. Reste avec nous sur la chaîne Équipe. De retour dans l'équipe du soir, c'est la deuxième partie de l'émission. Lille a gagné 4-0 face à Lorient. Autour de la table, ils en ont beaucoup parlé. Le président Gilles Favard qui discute beaucoup. Tiens, il va prendre un carton jaune. Gilles, Ludovic Obraniak, Dave Apadou, Saïd Njimi, qui n'a pas besoin pour le moment de mettre de carton, et Samir Kat, agent de joueur, notamment de Nicolas Pepe qui a été expulsé, je le rappelle, et dont on va parler d'ici quelques minutes. C'est pour restituer. Oui, Comment remettre la couche. Non, mais c'est pas Nicolas Pépé. Je suis à l'écoute. Il a Ça va, été je vous exclu dérange cet pas après-midi. Je vous dérange pas? Le pauvre. Allez, hop. Dave, mais non, mais Dave, vous cherchez. Et donc voilà. Et il y a un match très important dans 2 jours. Il aura lieu mardi. Oui, le Ligue 1 Express c'est terminé. Il aura lieu mardi. C'est PSG face à Leipzig, le Paris Saint-Germain qui a perdu à Leipzig juste avant la trêve internationale, qui est en grande difficulté et qui joue donc cette finale mardi face à Leipzig. C'est justement les mots de l'entraîneur Thomas Tuchel. On l'écoute. Je connais bien mon équipe, je connais bien le statut physiquement, je connais bien la force de tous mes joueurs, et on va essayer de orchestrer des choses pour mardi, que nous sommes capables de gagner contre Leipzig. C'est une finale et on va préparer comme une finale. Paris qui bat Leipzig mardi. Est-ce qu'il y a un vrai doute? 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle. Oui, il y a un doute pour Ludovic Obraniak, le Paris Saint-Germain qui s'est incliné vendredi face à l'AS Monaco 3-2 après avoir mené 2-0. Non, il n'y a pas de doute pour Samir Kat qui dispute son premier duel dans l'équipe du soir. Donc charge à lui d'être au niveau, évidemment. Ludovic Obraniak, allez, vous allez pouvoir débuter, on va laisser Samir. Leipzig qui a fait un but partout face à Francfort ce week-end en Bundesliga. Samir Kat, il faisait référence. Vous pouvez voter soit pour Samir Kat, soit pour Ludovic Obraniak. En attendant, on va écouter Gilles. Est-ce qu'il y a un vrai doute pour le Paris Saint-Germain mardi? Non, mais quand il y a un match de foot, il y a toujours un doute. Mais oui, bon, je suis de l'avis. Oui, je vous remercie, j'enfonce des pentes ouvertes. Mais ça vous arrive en général, c'est votre spécialité. Donc, j'essaye de copier les gens qui sont compétents. Donc, vous copiez. Parce que puisque maintenant vous présentez. Je suis désolé, il n'y avait personne d'autre. Maintenant, vous présentez. Vous voulez répondre à ma question ou vous avez en plus vous avez la moustache et le bouc en plus. Vous présentez avec la moustache. J'ai pas les ronds pour acheter un rasoir. Allez-y. Non, mais je vais donner le point à Samir parce que je pense sincèrement qu'ils se sont toujours, sur ces matchs-là, ils se sont toujours réveillés après des prestations désastreuses et notamment la deuxième mi-temps contre Monaco. Et je pense sincèrement que Leipzig a aussi autant de blessés et de malades que le Paris Saint-Germain. Donc ça s'équilibre. Je pense vraiment qu'ils feront une prestation digne de ce nom, qu'ils mettront de l'intensité et qu'ils passeront ce tour parce que sinon ça sera une année catastrophique pour le Paris Saint-Germain. Dave, avant de vous écouter, un petit point infirmerie. Samir y a fait référence. Marco Verratti était touché à la cuisse. Il a repris l'entraînement collectif. Il n'a pas joué depuis mi-octobre. Il est espéré pour jouer. Pas sûr qu'il soit titulaire. Icardi, lui, il n'a pas joué depuis le 2 octobre. Normalement, il ne devrait pas jouer. Gay et Kimpembe sont suspendus. Oui, alors dans ces absents-là, notamment Verratti, ça devient problématique. Il rate autant de grands rendez-vous sur l'année. Combien il en a joué? C'est incroyable. En Ligue des Champions, j'ai l'impression de ne pas l'avoir vu. Donc ça, c'est un problème. L'autre question qui me pose problème depuis le début, pas depuis quelques jours, quelques semaines, c'est depuis le début de la reprise de la saison,
c'est physiquement, cette équipe, elle me paraît complètement à la rue. Alors c'est sans doute lié au fait que sa préparation a été complètement tronquée. Retour, vacances, tu reviens, t'es covidé de partout, tu dois enchaîner tout de suite la Ligue 1, tes internationaux partent tout de suite. Et moi je vois cette équipe physiquement, elle est faible, elle plonge. Elle a du mal à parler d'intensité, Gilles en parlait. Mentalement, je pense qu'ils seront là. Mais c'est physiquement que ça me pose problème et je suis inquiet moi là-dessus. Ça va être à vous d'arbitrer Saïd, puisque pour le moment, il y a un peu statu quo sur est-ce qu'il faut être inquiet ou non, selon les différents avis. Si j'ai bien écouté, vous, comment est-ce que vous vous positionnez? Moi, je suis inquiet un petit peu quand même, parce que malgré effectivement la domination sur le match aller, au niveau de l'efficacité, le pénalty raté, le match de Monaco, enfin, ça fait un peu beaucoup, je trouve, pour aborder cette rencontre avec la plus grande sérénité. Et puis, je pense qu'il ne faudra pas grand-chose à Leipzig pour en profiter mardi. Vous avez encore quelques minutes pour voter, soit pour Samir Kiat, soit pour Ludovic Obraniak. Est-ce qu'il y a un doute ou non pour le Paris Saint-Germain mardi face à Leipzig? Évidemment, grande soirée sur la chaîne Équipe. On sera ensemble jusqu'à minuit et demi autour de cette grande affiche PSG qui joue son avenir européen. Page de publicité rapide et on revient évidemment. On écoutera Christophe Galtier. On évoquera notamment le cas de Nicolas Pepe, joueur de Samir Kiat dans l'équipe du soir. Restez avec nous. La prolongation de l'équipe du soir, on est ensemble jusqu'à minuit 20, une vingtaine de minutes, donc restez avec nous. Autour du plateau, le président, le spectre, Gilles Favard, Samir Kiat, agent de joueur, Saïd N'Jimi, ancien arbitre évidemment, Dave Apadou, ancien professeur, et Ludovic Obraniak, ancien footballeur, et ça se voit. Non, je rigole Ludo, non, mais c'était pour rigoler. Non, franchement, c'était pour rigoler. C'était juste pour rigoler Ludo. Incroyable. Franchement, c'était juste pour rigoler. vous attaquer sur votre moustache. Exactement, et vous l'avez pas fait. Et ça vous honore, avec les personnes en difficulté. Ludovic. Tanguy Le Sévillé, Lille s'est imposé 4-0 face à Lorient tout à l'heure. On en a débattu assez longuement. Montrez-nous à nouveau les buts, puisqu'il y en a eu 4. Et oui, 4 jolis buts de la part de Lille ce soir face à Lorient. Victoire 4-0 des Dogs au stade Pierre-Mauroy. Ça a commencé dès la 29e minute avec Youssouf Yazice, buteur sur cette belle passe de Jonathan Bamba. Le Turc qui va doubler la mise à la 51e minute de jeu après ce joli mouvement des Dogs. Passe décisive de Jonathan David. Youssouf Yazice, on va le retrouver cette fois-ci à la passe pour Luis Araujo. 3-0 à la 57e minute de jeu en fin de rencontre. Sur un bon service de Liadji, c'est Jonathan David, le Canadien, qui va inscrire là son premier but avec les Dogs. Lille est deuxième au classement. Et on va écouter tout de suite Christophe Galtier, l'entraîneur des Dogs, qui espère titiller le PSG encore un petit peu sur cette saison. Il y a beaucoup d'équipes qui se placent en haut du tableau. Montpellier, qui est une équipe très performante, Lyon, performante, Monaco, qui est très performant aussi, sont des équipes qui jouent un match par semaine. C'est pas faire un aveu de dire que, évidemment, que les équipes qui jouent, et Marseille qui a 2 matchs en retard et qui est une équipe européenne, mais qui a 2 matchs en retard et qui sera sûrement là à un certain moment. Après, quand vous enchaînez les matchs, ça c'était le premier match d'une série de 10. Automatiquement, on y laisse des forces, on y laisse de l'énergie, on y laisse des joueurs sur blessure, quelquefois sur suspension aussi. On verra bien où on basculera à la mi-saison. Mais voilà, il ne faut pas s'endormir sur les compliments. Ça ne fait pas partie de la maison. Lille actuellement dauphin du Paris Saint-Germain en attendant les 2 matchs en retard de l'Olympique de Marseille qui peut revenir à égalité de points vis-à-vis du Paris Saint-Germain. Le PSG, justement, on avait un duel il y a quelques minutes, juste avant la publicité. Paris qui bat Leipzig, est-ce qu'il y a un vrai doute? En tout cas, il n'y a pas de doute pour Ludovic Obraniak, 71-29, entrée timide dans l'équipe du soir. C'était un dossier compliqué quand même, pour le coup. Ouais, tu t'es attaqué à un gros dossier. Mais c'est bon signe, c'est-à-dire qu'il a des idées. Il a du panache. Il n'est pas dans le sens du vent. Il a voulu vendre un joueur de DH. Bon, visiblement, ils s'en sont rendus compte, les gars. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Bon, on était avec Tanguy, on va rester avec vous. Tanguy, on va parler de rugby. Une bien bonne nouvelle, puisque le 15 de France s'impose à Murrayfield contre les Écossais. Oui, une autre équipe qui a du panache, c'est ce 15 de France qui s'est imposé en Écosse avec le seul essai de la rencontre inscrit par Virimi Vakatawa. En force, il parvient à inscrire cet essai. Un seul essai dans cette partie, je vous l'ai dit. On le revoit au ralenti. C'est ensuite Thomas Ramos qui va conclure la partie sur cette dernière pénalité. Victoire des Français 22-15 à Murrayfield. Ça faisait 6 ans que les Bleus ne s'étaient pas imposés en Écosse.
Ah oui, Fabien Galtier qui a changé beaucoup de choses. Vous disiez un match fermé, Dave Apadou, ce n'est rien par rapport au match dont on va parler là. La Rochelle Racing, dites-nous le score, Tanguy Le Sévillier. Ah, c'était un peu plus fermé, hein. Victoire 9-6 des Rochelais qui s'impose face au Racing 92, une histoire de pénalité. Yaya West qui a inscrit les 3 pénalités de La Rochelle, c'est lui qui va donner la victoire aux Rochelais, qui reste évidemment leader après ce match en retard. Un duel de buteurs, dit-on, Dave Apadou. Il y avait un choc en Angleterre en Première Ligue, Liverpool face à Leicester. Un choc effectivement entre Liverpool et Leicester, mais sur le terrain il n'y a pas eu vraiment de débat entre les deux équipes puisque Liverpool s'impose 3-0. Le premier but il est inscrit par Johnny Evans contre son camp après ce duel avec Sadio Mané. Maudit Johnny Evans, 41e minute de jeu, le centre parfait d'Andy Robertson pour la tête de l'homme en forme des Reds, Diogo Jota. Ça fait 2-0, 86e minute de jeu. C'est Roberto Firmino qui va asseoir la domination des Reds. Liverpool, ça fait 64 matchs qu'ils ne se sont plus fait battre à domicile à Anfield en Première Ligue. Une bonne équipe. Liverpool, hein, à suivre. Firmino, je suis toujours épaté par le timing de Firmino. Il est bon dans la tête, Firmino. C'est pas un gabarit très impressionnant, mais C'est un phénomène ou pas? Je sais pas, je pense qu'il est moins bon qu'Azice, nous dirait un chroniqueur autour de la table. Non, il a jamais dit ça, Ludovic. Il a juste dit qu'Azice était très bon. Bon, quelqu'un veut réagir quand même à la victoire de Liverpool face à Leicester, parce que c'était pas gagné avant le match quand même. C'était pas gagné parce que si on a un peu suivi, Liverpool a une hécatombe de blessés, notamment dans le secteur défensif. Vous pouvez les rappeler d'ailleurs. Même au milieu de terrain, il y a en gros, à part Robertson, tout le monde est absent derrière. Et pas mal de monde au milieu, Jordan Henderson et compagnie. Et donc, ce match contre Leicester, qui est quand même un costaud et qui aime bien taper les gros, on se disait ça allait être compliqué face à Jamie Vardy. Et finalement, ils ont super bien maîtrisé ça. Et physiquement, ils ont très bien répondu, ce qui est un peu étonnant compte tenu de ce que je viens de vous expliquer. Donc, grosse perf. Bon, mais il y a une autre performance, elle est d'Arsenal qui a fait match nul. 0-0 face aux Leeds de Marcelo Bielsa. C'est un bon point pour les Gunners, Tanguy. Ah oui, un très bon point parce qu'ils ont été largement dominés par cette équipe de Leeds. Pourtant, ça avait bien commencé pour les Gunners avec à la 21e minute de jeu un joli débordement de Nicolas Pepe. Son centre tir termine sur la barre d'Ilan Meslier. Autre débordement, cette fois-ci pour Nicolas Pepe, c'est avec Alioski, le joueur de Leeds United. On voit les deux joueurs qui se chauffent pendant la rencontre. Et là, il va presque lui mettre un coup de tête au numéro 10 de Leeds. Nicolas Pepe qui va donc être expulsé après consultation de la VAR. Et ensuite, Leeds va toucher à plusieurs reprises les montantes, d'abord par Patrick Bamford et ensuite par l'ancien Rennais Rafinha, 0-0 entre Leeds et Arsenal. Et la déclaration de Mikel Arteta après la rencontre, l'expulsion de Nicolas Pepe est inacceptable. J'ai aimé la personnalité de l'équipe jusqu'à ce que Pepe lâche l'équipe. Dur pour l'Ivoirien. On va laisser quelques secondes de préparation à Samir 4. En attendant, et Saïd, est-ce qu'il y a carton rouge ou non déjà la première question? Parce que le coup de tête, on n'est pas sur un énorme coup de tronche, mais il y a le geste. Le geste vaut le... Oui, malheureusement, parce qu'on ne peut pas accepter ça de la part d'un joueur, parce qu'on ne sait pas si après, il n'y a pas d'autres réactions de joueurs. Enfin, ça peut monter dans les tours inutilement. C'est dommage pour Pépé. Je pense qu'il s'est fait chauffer grandement par son adversaire qui a été plus malin que lui, en fait. Et j'espère que ça va lui servir d'expérience. Moi, je suis d'accord avec toi. Il y a faute, c'est répréhensible, il n'y a pas de souci. Mais plus globalement, franchement, ce truc où quelqu'un, dès qu'il approche, l'autre tombe comme si tu lui avais découpé la tête. Enfin, c'est incroyable. Moi, ça me rend dingue. Autant mettre un vrai coup de tête. Mais c'est ça. Tu prends un coup de chaudron. T'es par terre, ok. Sans excuser Pépé, est-ce que si on n'inverse pas les rôles, j'ai peur là de la suite. Est-ce que si on n'inverse pas les rôles, est-ce qu'on ne se dit pas on avantage Arsenal s'il y a le cas inverse? Si c'est un joueur de Leeds qui approche et qui fait un tête-à-tête, c'est qui le joueur s'effondre à la place de Pépé, donc. À la place de Pépé. Est-ce qu'on ne crie pas au scandale en se disant Arsenal est avantagé par l'arbitrage? Après, j'excuse pas Nicolas. Oui, je vous dise, avant de répondre, on va réfléchir à la question. En attendant, nous, ce qu'on s'est dit devant la télé... mais le poisson, là, c'était bien tenté. Mais on va quand même... Il est bon. Mais franchement, quand on est devant la télé, Samir, en plus, on savait que vous siez, on dit, mais c'est stupide de faire ça. Après, moi, je ne vais pas réagir par rapport au geste. Après, il y a des gestes à faire ou pas faire sur un terrain de foot. Je pense que le coach a... je vous confirme que le coach a fait passer le message à Nicolas dans le vestiaire. Parce que là, c'est chaud pour qu'il dise ça publiquement. Et publiquement, il a fait passer son message. Maintenant, nous, on ne va pas rentrer dans la polémique. L'idée, c'est que Nicolas se remette au travail dès demain, qu'il essaie de performer le plus rapidement possible. C'est plus important. Après, expliquer le pourquoi du comment. Je ne suis pas dans la tête du joueur. Je ne peux pas vous expliquer. Je suis persuadé que son adversaire a fait le travail.
En l'asticotant. en l'asticotant, en le bousculant régulièrement, en lui tirant le maillot. Enfin bref, ce que font traditionnellement beaucoup de joueurs les uns envers les autres, mais ce qu'il ne faut surtout pas faire, surtout pour un joueur comme Nicolas Pepe, qui est un joueur propre. C'est un joueur de foot, Nicolas Pepe. On le voit jamais là-dessus. Il a pété les plombs. Il prend un rouge, il ne faut plus qu'il en reprenne. Il faut que ça lui serve d'expérience. Plus globalement, Samir, ça nous donne l'occasion, votre présence, de parler de Nicolas Pepe. On vous avait beaucoup eu dans l'été qui avait été lors de son arrivée à Arsenal. On ne peut pas dire que ce soit une réussite depuis qu'il est à Arsenal. C'est difficile pour lui. On aimerait montrer des buts de Pepe tous les week-ends. Ce n'est pas le cas. Ce soir, c'est un rouge, c'est le premier de sa carrière. Qu'est-ce qui se passe avec Nicolas Pepe? Enfin, qu'est-ce qu'on peut en dire? Quand on regarde, après effectivement, il a performé à Lille. On attend encore toujours peut-être un peu plus de Nicolas. On en attend toujours plus, c'est normal puisqu'il a été transféré pour une somme importante. Aujourd'hui, quand on regarde sur les 2 dernières saisons, le joueur offensif qui se crée le plus d'occasions dans l'équipe d'Arsenal, c'est Nicolas Pepe avec Aubameyang. Après, effectivement, il est encore dans un... Il est encore en adaptation. Après, on lui demande d'être plus performant, c'est normal. Il a coûté cher, lui-même le sait. Maintenant, il triche pas. C'est pas un tricheur. Ça va arriver. Il a besoin peut-être d'un peu plus de temps que d'autres, mais ça va arriver. Je suis pas inquiet. Question et après on enchaîne. Est-ce que le fait que Willian ait été transféré donc à Arsenal cet été, qui est un joueur qui a un CV, qui est un vrai gros joueur aussi, qui vient et qui est concurrent et qui, lui, pour le coup, est aussi plus souvent titulaire que Nicolas Pepe. Est-ce que ça veut dire quand Pepe a sa chance, il joue avec une espèce de tension, de pression? Est-ce que ça peut... Est-ce qu'on peut aller chercher là ou est-ce que Non, très clairement non. Aujourd'hui, il est dans un club d'un standing encore supérieur au LOSC, avec tout le respect que je dois pour le LOSC. Mais non. Aujourd'hui, quand tu arrives dans ce standing de club-là, tu sais que tu vas avoir de la concurrence, tu sais que chaque année on essaye d'améliorer l'équipe, donc c'est la vie normale de ces clubs-là. Non, ça ne lui pèse pas sur le mental, au contraire, ça le rend encore plus fort, ça lui donne encore envie de travailler 2 fois plus pour s'affirmer et s'imposer. Tanguy, un mot, Ludo? Non, mais je le vois évoluer. Est-ce qu'il n'y a pas interférence au niveau du profil footballistique, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas trop de joueurs du même profil que Nicolas? À Lille, il y avait un autre joueur qui était son pendant, qui était Jonathan, mais il y avait Ikoné qui pouvait faire le lien entre ces deux-là. Il y avait une rampe de lancement avec Soumaré parfois. Est-ce qu'Arsenal, il est alimenté comme... est-ce qu'il n'y a pas trop de joueurs quasiment, même Lacazette qui est dans un profil de... même si mais tu sais, ils ont tous cette capacité à aller vite, prendre la profondeur. C'est un fond de jeu qui est différent, c'est une manière de jouer qui est différente. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de transition, de passes avant que le ballon arrive à Nico. Quand vous regardez bien, il est souvent en 2 contre 1, voire 3 contre 1, on lui ferme l'intérieur. Donc voilà, on l'observe, on le connaît aujourd'hui. Nico, il était fort quand il partait quasiment de son camp, qu'il arrivait à prendre 20-30 mètres lancés et qu'il arrivait à combiner. Là, c'est vrai qu'on le trouve souvent dans les... d'autres sources peut-être aussi. On le trouve arrêté souvent dans les 30 derniers mètres. Ça va lui permettre à lui de développer d'autres aspects, de développer l'intelligence de jeu, de développer son QI football. Mais aujourd'hui, encore une fois, je me répète, et c'est pas parce que c'est mon joueur, j'y crois vraiment, c'est juste qu'en regardant en tant que spectateur les matchs de Nicolas, on voit sur certaines actions, on voit des actions d'éclat. On en a vu quelques-unes l'année dernière, mais voilà, moi je suis pas inquiet, ça va venir. Il a eu besoin, il a encore besoin d'un temps. Maintenant, le transfert a été important, donc forcément, on en attend de lui beaucoup et très rapidement. Maintenant, ça va arriver. C'est juste une question de temps. Pardon. Allez, on va passer en Italie à présent avec une rencontre entre l'Inter Milan et le Torino. Tanguy, et 4-2 pour les Interistes. Mais est-ce que c'était si simple que cela? Non, ça n'a pas été simple pour les Interistes, puisqu'ils ont encaissé le premier but, même si là on va voir le match de ce soir entre le Milan AC et le Napoli. Cette belle passe de Théo Hernandez et la tête de l'inévitable Zlatan Ibrahimovic qu'on va retrouver pour un doublé, bien servi par Ante Rebic. Le Croate qui sert parfaitement le Suédois. Dries Mertens va ensuite réduire la marque pour les Napolitains. À l'affût dans la surface de réparation, le Belge. Et en fin de rencontre, c'est le Norvégien Jens Peter Hauge qui va enfoncer le clou. Victoire 3-1 du Milan AC qui est toujours leader de Serie A. Tanguy, vous pouvez me dire qu'il fallait parler du Milan. Je voulais tellement pas qu'on dise de bien de Zlatan Ibrahimovic que j'ai fait un mauvais lancement sur l'Inter, mais finalement ça finit par se voir. Bravo, et Ibrahimovic, 39 ans. Bon, il y a eu un match entre l'Inter et Torino, Tanguy, et il y a eu 4-2, c'est ça? Bon, allez, dites tout. C'est ça. Ça a démarré mal pour les Interistes, puisqu'ils ont encaissé le premier but, notamment avec cette superbe passe décisive de Swalio Meite, l'ancien monégasque et girondin. But de Simone Zaza. Ensuite, c'est Christian Ansaldi qui va enfoncer le clou pour le Torino. Mais derrière, la machine interiste va se mettre en route.
Et c'est d'abord Alexis Sanchez à bout portant qui va réduire la marque. Ensuite, on va retrouver l'inévitable Romelu Lukaku. Buteur également sur pénalty, un doublé pour lui aujourd'hui. Et une passe décisive ensuite pour Lautaro Martinez. Victoire 4-2 de l'Inter. Le but du week-end nous vient d'Italie. Est-ce que c'est le bon lancement là? Ah ouais, là, c'est le très bon lancement puisque vous allez voir ce missile inscrit par Henrik Mkhitaryan, le joueur de l'AS Roma. L'Arménien qui va reprendre ce ballon de 25 mètres. Ça fait mouche face à Parme. Victoire 3-0 des Romains. Mkhitaryan qui va inscrire un doublé cet après-midi. A noter que Jordan Vertout, le français, était bien titulaire avec la Roma cet après-midi. Prochaine rencontre de Serie A pour les Romains, ce sera dimanche prochain dans un nouveau choc. Ce sera cette fois-ci face à Naples. Mais il méritait d'être vu ce but de Henrik Mkhitaryan. Un triplé d'un Français qui évolue en Allemagne, c'est Jean-Philippe Mateta. Ouais, et à signaler évidemment le Français, l'ancien vrai, et Lyonnais qui s'est offert un triplé cet après-midi en 38 minutes, parfaitement sa frappe. Ça fait 6 buts sur les 4 derniers matchs pour Jean-Philippe Mateta en Bundesliga. Et on va parler maintenant de tennis avec les finales du Masters à Londres et un nouveau vainqueur, et il est russe. Oui, c'est Daniil Medvedev qui a réussi à retourner la situation face à Dominic Thiem. Il s'impose en 3 manches, 4-6, 7-6, 6-4. C'est le premier joueur à réussir l'exploit de dominer les 3 premiers mondiaux et de soulever le trophée. Il a dominé Djokovic, Nadal et donc Thiem en finale. A noter que le Français Édouard Roger Vasselin et l'Autrichien Jürgen Melzer ont été battus en finale du double. Du basket à présent avec le derby des Hauts-de-Seine entre Boulogne-Levallois et Nanterre qui a tourné à l'avantage des Boulonnaises dimanche, Tanguy, mais il a surtout été marqué par la présence d'un homme, Victor Wembanyama. Victoire de Boulogne 73-67, mais l'image du jour, c'est celle-là, c'est les premières actions de classe de Victor Wembanyama, ce jeune joueur de 16 ans et qui mesure 2,19 m, vous le voyez au contre ici là. Il a notamment inscrit 2 lancers francs avant d'inscrire son premier panier dans le jeu. Il termine la rencontre avec 6 points et 6 rebonds après ce shoot à mi-distance. Néanmoins, vous l'avez entendu, ça n'a pas suffi pour les Nantériens qui s'inclinent donc 73-67. Et on va retrouver Maxime Ross, l'ailier de Boulogne, qu'on a retrouvé après la rencontre et qui était content de cette victoire dans le derby. C'est que les derbys sont très intenses généralement, ça joue sur peu de choses, on le voit encore ce soir, c'est un match serré un peu jusqu'à la fin, ça joue sur des fautes, sur des lancers francs, mais l'intensité est toujours présente. Malheureusement il n'y avait pas les fans ce soir avec nous, des deux côtés, mais ça reste un match très important et ça se ressent de toute façon sur le terrain et l'énergie qui s'en dégage. Le Vendée Globe à présent avec justement Alan Thompson qui était en tête, et à présent c'est Thomas Ruyant qui a eu quelques soucis. Ouais, il fait pas bon être leader sur le Vendée Globe cette année, puisque Alan Thompson a eu des soucis. C'est au tour de Thomas Ruyant d'en avoir. Il s'en est expliqué, on va l'écouter. J'ai pété la drisse de tête. Donc là je viens d'installer la GV et on est à monter dans le mât, il commence à faire nuit, donc faut pas que je traîne. Là j'ai un peu les bras défoncés. Mais j'y suis arrivé, ça c'est le principal. Et là j'attaque les petites réparations que je dois faire. Voilà, je vous donne quand même un petit point de vue parce que c'est quand même sympa. Et Thomas Ruyant qui est premier de ce Vendée Globe au dernier pointage à 22 h. Et n'oubliez pas le cadeau de la soirée, les stades mythiques du foot. C'est à retrouver sur le compte Twitter de l'équipe du soir. On retweet, on follow pour obtenir ce cadeau. Vous aussi Tanguy, vous avez un vrai talent également pour faire gagner des cadeaux. C'est un exercice extrêmement difficile. Merci Tanguy. Il nous reste quelques instants pour parler d'Olivier Giroud. SOS Giroud. On va vous lire cette déclaration d'Olivier Giroud, l'attaquant de l'équipe de France, au micro de Téléfoot. La déclaration, elle arrive. Je suis lucide quant à ma situation. Il faudra que je prenne une décision en janvier. J'espère prendre la bonne décision comme je l'ai toujours fait. Voilà Olivier Giroud qui a été averti lors de la dernière rassemblement en équipe de France par Didier Deschamps en disant que Olivier Giroud devait trouver du temps de jeu pour participer à l'Euro. Depuis, il a été décisif, doublé contre la Suède. Il faudra que je prenne une décision en janvier. Giroud doit-il viser un club de second rang? Messieurs, rapidement, il nous reste quelques instants. Allez, Gilles, vous êtes le président, à tout seigneur, tout honneur. Est-ce qu'il faut qu'il baisse mais moi, de gamme? j'ai déjà fait la réflexion la dernière fois que j'étais sur le plateau. J'ai dit Giroud, c'est simple, il a 34 ans là, dans 6 mois. La saison prochaine, il a 34 ans.
J'ai entendu qu'il espérait jouer encore 4-5 ans, ce qui m'effare pour un attaquant, ce qui est vraiment difficile. Soit il a un contrat très juteux avec Chelsea, il est obligé d'attendre le 30 juin et il encaisse son argent, ce qui arrive quelquefois. Soit il prend la décision, c'est pas de descendre d'une marche, il faut qu'il descende d'un étage. Qu'il descende, qu'il trouve un club qui lui signe un contrat de 2 ans et demi plus 1. Quel type de club? Je sais pas, Crystal Palace par exemple à Londres, ou ce style de joueur, de club où il peut aller s'épanouir, ou un autre club dans un autre... Moi, je lui conseillerais pas de changer de pays parce que c'est quand même un peu compliqué de s'adapter, de revenir à des choses. Ou alors, finit sa carrière, il a gagné suffisamment d'argent, il va à Grenoble, il les refait monter en Ligue 1 et c'est très bien. Et il finit sa carrière très proprement. Mais il faut qu'il prenne une décision parce que là, il va pas pouvoir rester comme ça. Messieurs, des prises de parole courtes parce qu'il reste peu de temps, Saïd. J'espère pour lui pas Grenoble, parce que pour l'équipe de France justement, mais bon, s'il a une bonne opportunité dans un club comme Lyon, par exemple, en France, il serait visible, il jouerait en France, peut-être que ça pourrait lui permettre de continuer au moins en équipe de France. Et Saïd, justement, son agent Michael Manuello, notamment dans une interview sur Foot Mercato, a dit que c'était pas la priorité de retourner en France. Dave, est-ce que vous comprenez qu'Olivier Giroud n'ait pas trop envie de retourner en France? Parce que c'est vrai que, comme le dit Saïd, quand on est amateur de football, on se dit, oui, Giroud il revient en France, il est visible, il y a des bons clubs. Concernant la France, ce n'est pas de priorité. Voilà. Mais les joueurs de ce statut, on se souvient, les champions du monde 98, ça avait des réticences à revenir en France, et on a vu que pour certains, quand ils sont revenus, Lizarazu, Leboeuf et tout, Barthez, ça a été extrêmement compliqué. Evra n'était pas champion du monde, mais il a des problèmes. Pardon? Evra n'était pas champion du monde. Voilà, exactement. C'est-à-dire que quand tu reviens, tu es scruté tous les week-ends, tu vois, pour un défenseur, il se fait prendre un petit pont, ça passe en boucle. Quand tu es un peu loin, il y a une espèce de mystique. Quand tu es sous les yeux, tu redescends de plusieurs étages. Puis c'est surtout, Dave, c'est surtout qu'il a encore la possibilité de pouvoir prétendre à jouer dans un club, même peut-être plus huppé que Crystal Palace, comme le disait. Dans un top championnat. Oui, dans un top championnat. Aujourd'hui, il peut prétendre encore. Quelle équipe il va jouer? Il joue où en Angleterre? Il joue à Manchester City, Manchester United, Chelsea? Non, mais quand tu prends les 8 premiers clubs. Mais entre Chelsea et Crystal Palace, il y a encore des. Il y a qui? Il y a quand même des joueurs. Il joue à Leicester? Non, à Leicester non, parce que Leicester joue bloc bas et qu'il joue sur les transitions. Oui, non, mais voilà, c'est tout. Mot de la fin avec Ludo. Si vous êtes Giroud, où est-ce que vous allez? Moi, j'irai voir du côté de l'Allemagne, de la Bundesliga. Vous avez joué, peut-être qu'il pourrait aller au Werder, marcher sur vos traces. Pas mal. Ludovic Aubragnac. Tanguy Le Sévier vous écoute. On a un gagnant, c'est Gérard Vinet pour les stades mythiques du foot. Voilà, c'est lui, Gérard Vinet, qui remporte ce joli livre. Voilà. Très bien, merci beaucoup Tanguy de nous avoir accompagnés tout au long de cette soirée. Le succès 4-0 des Lillois de Ludovic Aubragnac face à Lorient avec un excellent Yazici, le phénomène qui a inscrit un doublé. On se retrouve demain, évidemment, retour de l'équipe d'Estelle, retour de l'équipe du soir à 21h en prime. Vous avez l'occasion de revivre ce match entre la France et le Paraguay. À mon avis, ça se finit très bien. Bonne soirée et bonne nuit sur la chaîne Équipe. À demain.